On va commencer donc le webinaire faire financer une formation par le CPF. Je vais commencer donc par me présenter. Florian Potier. En 2020 et 2022, j'ai obtenu mon BTS MCO. En 2022, j'ai commencé un bachelor commerce et négociation vente en étant commercial chez Edicos. Je vais donc laisser la parole à Peggy Eleanor qui va animer ce webinaire. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Donc des problèmes de connexion, je suis désolée, les aléas du direct. Je suis Peggy Eleonore, donc dirigeante de Edicos. Je vous remercie de vous être connecté sur ce webinaire qui durera effectivement jusqu'à midi, peut-être un peu plus tôt. C'est vrai qu'il y avait, on avait une cinquantaine de personnes prévues. On attendait le webinaire en fin d'année pour voir si ça marchait. Bon, pour ceux qui sont connectés, j'espère qu'on pourra vous donner toutes les informations relatives au financement des formations par le CPF. Alors, pour ma présentation, je suis issue du milieu commercial et j'ai évolué vers la formation en ayant mon entreprise à partir de 2011 en tant que formatrice. Et puis, j'ai créé Edico. Bien. Alors, je reprends. On a eu un problème avec un poste. Nos domaines d'intervention. Alors, ils sont multiples. En premier lieu, effectivement, on est positionné sur les certifications qualité avec Calliope. Là, j'espère que vous m'entendez mieux. Il y a eu des problèmes de son. Donc, maintenant, vous m'entendez mieux. Hop. Qualité avec Calliope et ensuite la certification. L'URNCP, l'URS et donc les certifications professionnelles. Ensuite, la FEST, la formation en situation de travail avec des certifications C-Campus pour accompagner les entreprises ou les organismes de formation. L'ouverture d'organismes de formation, de CFA et d'écoles, avec toute la réglementation que cela implique. Le portage Calliope et EDOF, notamment pour les indépendants qui ont ponctuellement des besoins de Calliope et qui ont besoin d'utiliser EDOF. Et enfin, la formation avec des spécialités en fonction de l'activité. Ça, c'est notamment pour les organismes de formation. Alors, ce que nous allons voir dans cette heure, c'est l'introduction sur le marché de la formation, définir une stratégie, les formations éligibles au CPF. Tout ça, ça va permettre de cadrer comment rendre les formations éligibles au CPF, ce qu'implique de devenir organisme certificateur ou de déposer une certification, les types de certifications qui existent, et puis en dernier point, les réponses à vos questions. Alors, l'introduction sur le marché aujourd'hui, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi à venir du 5 septembre 2018 a complètement révolutionné le monde de la formation avec des points complètement nouveaux pour tous les formateurs et pour toutes les entreprises. À travers cette loi, le CPF prend toute sa dimension. On avait le DIF qui est devenu CPF, qui est passé d'heures à de la monnaie. On a eu la création de France Compétences en janvier 2019. Cette instance est là pour régir en fait tout ce qui concerne les certifications. C'est elle aussi qui gère les budgets. Et dans cette mesure, effectivement, on va avoir France Compétences a une place très importante. La création de CEP. Alors peut-être est-ce que vous avez déjà eu affaire à ça, puisque les CEP peuvent être des prescripteurs et vous envoyer des clients, des salariés qui cherchent à faire de nouvelles formations pour monter en compétences ou pour changer de poste. Enfin, cette loi, elle a aussi un point important qui est la prise en charge plus importante du handicap. Ça, vous l'avez probablement déjà vu si vous êtes équipé de Calliope, avec beaucoup d'indicateurs qui concernent Calliope, et ça concerne également
le sujet qui nous anime, qui nous réunit aujourd'hui, le fait de rendre une formation éligible au CPF. Alors, les enjeux du changement de la formation, c'est qu'effectivement, on a un marché de la formation professionnelle qui est en croissance, avec un besoin d'adaptation des actifs à de nouvelles compétences. Ça, vous le remarquez à travers toute la digitalisation et notamment si vous êtes positionné sur des métiers émergents, c'est très intéressant et ça va être encore plus intéressant de se positionner sur des formations éligibles au CPF où là, vous aurez un vrai intérêt à le faire et vous aurez une écoute plus importante de la part de France Compétences, puisque le CPF et France Compétences ont été créés pour aider la France à muter vers ces nouvelles compétences. Donc, il y a un vrai intérêt de la part de France Compétences sur les métiers émergents, en sachant que d'ailleurs, il y a un appel aux branches tous les ans de la part de France Compétences pour qu'elles informent France Compétences sur les métiers émergents. Et là, nous avons eu, par exemple, au mois de novembre, la liste des derniers métiers émergents. Il y aura des facilités de dépôt de dossiers. Donc ça, je vous expliquerai ça quand on sera sur le dépôt de dossier. La formation doit s'adapter à un plus large public, donc je vous ai un petit peu parlé du handicap, mais également un plus large public c'est-à-dire les femmes qui étaient historiquement les moins formées, et puis les personnes âgées, où là effectivement on sait qu'on a un vrai sujet à travailler. Mais ce qui va nous concerner, c'est plus le handicap en termes de certification. Les modalités de formation sont plus importantes, présentiel, distanciel, blended, un mixte du présentiel et du distanciel. Ça, il faut savoir que pour la certification, c'est important aussi de distinguer les modalités de formation et la certification. Vous pouvez utiliser n'importe quelle modalité de formation derrière une certification. L'objectif de la certification étant que quand vous formez un salarié, eh bien, à l'issue, il soit capable de passer la certification et de prouver sa montée en compétences. Donc, quel que soit le mode de formation, la modalité de formation que vous avez utilisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui, pour la même certification, font des formations tout en distanciel avec du LMS, ou font des formations tout en présentiel. Et le candidat, à la fin, passe sa certification. Ça n'a aucun rapport dans le dépôt de dossier. Donc déjà, ça, c'est important. Il y a souvent cette question qui peut être posée. Les avantages du changement du marché de la formation, c'est de rendre sa formation certifiante devient un enjeu fort aujourd'hui. On se rend compte, ça fait moi 1 an et demi que je suis sur ce marché de dépôt de certification, et on voit bien que les organismes de formation aujourd'hui ont envie d'être davantage sur ce marché, évidemment, puisque l'application Mon compte CPF a rencontré un vif succès, et que dans cette mesure, c'est de la visibilité, c'est une possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires, bien que être seulement sur le CPF ne suffit pas. Il y a une communication complémentaire qui devra être faite. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà cherché à trouver la formation d'une personne sur le CPF, c'est juste introuvable si vous n'avez pas le lien URL. Donc, c'est faciliter la prise en charge par les financeurs de la formation professionnelle. Effectivement, les financeurs, même si ils ne font pas jouer le CPF, les responsables formation, tout comme le Pôle emploi, vont avoir plus de facilité à choisir votre formation si elle est inscrite au CPF, parce que derrière, en fait, une formation inscrite au CPF est une formation certifiante et non attestante. Donc, il y a une certaine assurance que la personne monte en compétence plus facilement que sur une attestante. Alors, c'est également comme avantage de bénéficier d'une reconnaissance sur l'acquis des compétences demandées sur le marché de travail. On le verra un peu plus loin, mais déposer une certification, c'est c'est travailler sur une étude de marché qui permet de définir que le marché a besoin de cette certification,
que avec cette certification, la personne est assurée de trouver du travail, d'augmenter son salaire ou de changer de poste. Et ça, c'est pour toute certification présente sur le CPF. Il y a cette obligation de montrer que le marché du travail permet une acquisition en compétences. Alors, les conséquences de ce changement de marché, c'est l'ambiguïté du gouvernement qui se rend compte que cela coûte cher. Alors, il y a une ambiguïté à plusieurs niveaux. En premier lieu, c'est vrai que mon compte formation, ça a été très orienté particulier. Et puis, on se rend compte qu'au fur et à mesure, maintenant, c'est beaucoup plus, ça va être beaucoup plus étendu pour les entreprises. Il y a 60% des DRH qui se posent la question d'avoir une politique de formation qui inclut du coup un abondement possible sur mon compte formation pour pouvoir utiliser le CPF de leurs salariés. Alors, à savoir qu'effectivement, les entreprises de plus de 50 salariés aujourd'hui n'ont normalement plus accès au financement. Vous verrez dans un tableau un peu plus loin. Et du coup, alors c'est un peu tronqué parce qu'il y a eu, après, avec la crise sanitaire et maintenant encore, il y a eu usage de dispositifs qui font qu'aujourd'hui, ils ont encore des financements. Mais l'objectif du gouvernement, c'est bien que les entreprises de 50 salariés et plus n'aient plus accès à du financement et du coup, passent par le CPF. Donc, il y a eu cette ambiguïté au démarrage et l'ambiguïté du gouvernement, elle vient aussi qu'ils ont été suivis par toute l'Europe pour cette mise en place de CPF. Et du coup, il y a eu un gros enjeu de position de la France par rapport à la formation. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait un tel succès. Et aujourd'hui, les budgets de la Caisse des dépôts qui régissent le CPF sont au plus bas. Et du coup, on se rend compte que ça va créer des difficultés quant à l'éligibilité des formations qu'on veut poser sur le CPF. Il y a un déficit du CPF. C'est le deuxième point. Et du coup, ça va durcir le référencement des certifications. France Compétences va avoir des exigences beaucoup plus importantes pour l'inscription de vos formations certifiantes sur un répertoire spécifique ou sur le répertoire national des certifications professionnelles. Alors, là, on a posé un peu le cadre du marché. Effectivement, pour vous, la question, c'est de définir votre stratégie générale. Plusieurs points à se poser comme question avant de se dire est-ce que je rends ma formation éligible au CPF? Est-ce que vous souhaitez aller sur un marché libre ou un marché de financement public? Alors, le marché libre, c'est vous n'avez pas Calliope et du coup, à partir de là, vous n'avez plus du tout accès à aucun financement. Le marché financement public, vous avez au moins Calliope. Et ensuite, vous pouvez déposer choisir des formations pour les rendre certifiantes en les déposant sur la plateforme France Compétences et obtenir des financements CPF. Dans cette mesure, eh bien, effectivement, vous devez choisir des formations, donc adapter votre offre de formation certifiante aux évolutions rapides des emplois et des métiers, toujours en relation avec l'étude de marché. S'adapter aux usages de la formation par rapport à l'ensemble des modalités de formation qui existent, et puis adopter une stratégie de diversification. C'est vrai que les formations, là, c'est un choix. Est-ce que vous allez devenir généraliste, spécialiste, afin d'être reconnu? Il faut savoir que rendre ces formations éligibles au CPF, le CPF va évoluer pour les acteurs qui seront positionnés dessus. Et demain, en fait, la note d'enquête de satisfaction, sachez que quand je fais une formation sur le CPF, le stagiaire me met une note, mais que ça va devenir prédominant afin de classer par ordre de compétences les organismes de formation et que ce sera donc une enquête de satisfaction un peu plus poussée. L'idée étant d'avoir des organismes classés en termes d'insertion
C'est-à-dire qu'il y aura une question aux stagiaires concernant le niveau d'insertion suite à votre certification. Donc, ça va vraiment amener des certifications qui seront très bien placées parce qu'une bonne réflexion sur l'évolution, l'évaluation, hein, et puis d'autres certifications qui seront un peu moins bien classées. Du coup, il est important d'avoir cette stratégie de diversification. Le choix du financement aussi de formation, alors s'adapter aux nouvelles modalités d'achat de la formation via l'application Mon compte formation, mais aussi via des LMS qui permettent aujourd'hui de rendre vos formations directement achetables en ligne. Et choix de financement, donc répondre aux exigences légales et réglementaires durcies par les réformes. Alors juste un petit aparté sur ce point. Sachez que Datadoc n'est pas mort parce que vous êtes Calliope. À ce point-là, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous faites des choix de financement par OPCO, si vous avez 2 formations financées par un OPCO durant l'année, vous risquez un contrôle Datadoc et qui vous êtes prévenu pas du jour au lendemain, mais avec 1 à 2 semaines de préparation. Et c'est des contrôles qui sont importants, voire plus importants que Calliope. Donc, et de la même façon, si vous faites, si vous intervenez sur Pôle Emploi, sur la plateforme Kairos, vous pouvez avoir un contrôle Pôle Emploi. Vous pouvez avoir des contrôles de dispositifs FSE. Donc, il faut savoir qu'à partir du moment où vous faites des choix de financement, vous risquez des contrôles et que ces contrôles sont de plus en plus importants. D'ores et déjà, sur la fin d'année, j'ai plusieurs clients qui se sont fait contrôler par Datadoc ou Pôle emploi. Donc ça, c'est important et sachez qu'on fera d'ailleurs un webinaire à ce sujet pour savoir ce qui seront compris dans ces contrôles. Alors, le choix de financement. Toutes les entreprises de plus et de moins de 50 salariés sont concernées par ce choix de financement. On l'a dit, les entreprises de plus de 50 salariés, elles n'ont plus le droit au financement et du coup, les financements OPCO directement par le plan de compétences. Hein, et du coup, les dispositifs d'État leur sont plus adressés. Donc, les dispositifs d'État, c'est le FNE, le FSE, mais ça, ce sont des dispositifs qui sont temporaires et qui risquent effectivement de disparaître. Le FNE, on sait que déjà, on n'est pas sûr qu'il soit reconduit en 2023 et qu'il a été en grande partie remplacé par le FSE. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, en revanche, beaucoup plus de budget sur la partie plan de compétences. Et les entreprises ne sont pas forcément au courant de ces sujets-là. Donc, des entreprises de moins de 50 salariés, parce qu'elles n'ont pas l'habitude, elles avaient l'habitude d'être plutôt les délaissées de la formation. Et avec la loi à venir, ça a été complètement modifié. Donc là-dessus, il y a des très bons séminaires de partenaires sur les financements et ça veut dire qu'il n'y a pas que le CPF et il est très intéressant d'aller chercher tous les financements possibles que vous pouvez proposer aux entreprises. Enfin, la POEC, la FPR aussi, qui sont des modalités de financement avec le Pôle emploi qui peuvent être très intéressants. Alors, je vois que j'ai une question. S'il remplit tous les critères Calliope, a-t-on un risque de ne pas être en conformité dans les différents contrôles? Oui, par exemple, vous pouvez un contrôle DRIX, par exemple. Sachez que si je fais travailler un prestataire externe et qu'il n'a pas son numéro de déclaration d'activité, par exemple, ça n'est pas une obligation Calliope. L'auditeur, alors je suis auditrice, donc bien placée pour le savoir, l'auditeur ne vous demande pas le numéro de déclaration d'activité de vos prestataires. En revanche, il vous demande qu'ils aient signé un contrat de prestation avec et potentiellement une charte d'engagement. Mais s'il n'y a pas de NDA pour un contrôle DRIX, eh bien, vous risquez d'avoir une amende du montant de la formation. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si la formation, vous la payez 2 fois, à la fois à votre prestataire et à la fois à la DRIX. Dans le cadre de contrôle OPCO, vous pouvez aussi avoir des difficultés. Alors, la feuille d'émargement, alors, elle est souvent utilisée
dans Calliope, mais parfois pas, parce que c'est pas une obligation. Je peux avoir d'autres preuves pour montrer, par exemple, l'implication, l'engagement de mes stagiaires. Et dans le cadre des OPCO, un contrôle Datadoc, il y a l'obligation de présenter les feuilles d'émargement avec toutes les indications à jour, et même une indication manquante peut être un défaut. Donc oui, là il y a des spécificités à chaque contrôle, et ça fera l'objet justement de ce webinaire qu'on fera. On va récolter effectivement tous les impératifs de chaque contrôle pour en informer les organismes de formation. Donc, les avantages d'avoir vos formations éligibles au CPF, ils sont multiples, on en a déjà parlé. Alors, le premier, effectivement, c'est que vous ayez des financements publics. Le deuxième, c'est que vous ayez une visibilité de vos formations, bien que, là, je mets visibilité entre guillemets, parce que, comme je vous le dis, essayer de trouver une formation sur mon compte CPF d'une personne, d'un centre de formation sur une thématique à une date donnée, c'est juste un calvaire, c'est pas possible. Donc, c'est une fausse croyance. Un marché plus important et plus accessible, là c'est sûr, c'est une réalité. Et une montée en compétences reconnues sur le marché du travail grâce aux certifications, je vous en ai informé tout à l'heure, c'est tout à fait le cas. Alors, les nouveautés sur le CPF pour les bénéficiaires. Vous avez peut-être entendu parler de ces deux nouveautés qui ne sont pas des moindres par rapport à justement ce déficit qu'il y a sur le CPF. Aujourd'hui, France Compétences et la Caisse des dépôts se réfléchissent à rendre les contrats entre organismes de formation et particuliers ou salariés plus complexes. Ça s'est passé au niveau du bénéficiaire, donc du salarié ou du particulier, à deux niveaux. On a vu apparaître en octobre la signature numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui voudrait utiliser son CPF doit passer par la poste si elle n'a pas déjà une signature numérique afin de valider son achat. Pour en avoir entendu parler, c'est un peu le parcours du combattant, hein. C'est pas simple. Et le deuxième point, vous avez peut-être été informé, mais la semaine dernière, il y a le 49.3 qui est passé. On ne pensait pas qu'il pourrait y avoir un 49.3 sur la formation. Eh bien si, c'est chose faite, avec le gouvernement qui vient de valider qu'un bénéficiaire devrait dorénavant avoir un reste à charge de sa formation de 20 à 30% de sa formation donc pour lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut se poser la question s'il n'y a pas intérêt, si je suis salarié, à faire passer ma formation par un OPCO et du coup qu'elle soit prise à 100% plutôt qu'à la faire dans mon coin sur un CPF, même si j'ai le budget en entier, parce que même si j'ai le budget en entier sur mon compte, elle ne sera pas financée à 100% par mon CPF. Donc là, c'est déjà… Alors, on ne sait pas si ça va durer, hein. On a déjà eu il y a Muriel Pénicaud qui était à l'initiative du CPF qui a réagi assez vivement en disant qu'elle n'était pas du tout d'accord et qu'elle voulait qu'un retour en arrière. Mais bon, aujourd'hui, la loi est passée et il va falloir faire avec pour le moment. Est-ce qu'on a une date d'application de cette loi? Non, pas encore, parce qu'ils doivent définir justement le montant de reste à charge. Donc, pour le moment, pas de date d'application. Donc, il faut en profiter, j'ai envie de dire. Alors, les conditions pour qu'une formation soit financée par le CPF. Donc, d'abord Calliope, ça c'est la base. Ensuite, eh bien, EDOF. Alors là aussi, ça c'est compliqué pour aller sur EDOF. Si vous étiez sur EDOF depuis un moment, pas de complications. Si vous n'avez pas encore été sur EDOF et que vous voulez aller sur EDOF parce que vous avez votre Calliope et que vous vous dites bah, j'ai envie d'aller sur EDOF, un peu plus compliqué. La plateforme vous demande un enregistrement assez lourd, à peu près du même niveau, même plus lourd, je dirais, que quand je fais mon inscription à la DRITS pour avoir mon numéro de déclaration d'activité. Et derrière, il vous renvoie un mail avec un tas d'informations que vous devez compléter. Et puis, il y a des formations webinaires obligatoires pour pouvoir s'inscrire sur EDOF. Donc voilà, là, EDOF, c'est la plateforme sur laquelle vous, en tant qu'organisme de formation, vous pouvez gérer vos formations. Alors, un moyen sur EDOF aussi, et ça on propose en service, de se rendre plus visible,
c'est de pouvoir intégrer des vidéos, des photos, d'avoir une offre qui soit un peu agrémentée de visuels. Et ça, aujourd'hui, c'est une prestation que nous proposons également afin de justement se démarquer de toute l'offre générique qu'il y a sur l'application. Enfin, le dernier point pour rendre vos formations éligibles au CPF, c'est la certification. Le budget CPF est uniquement dépensé par des formations inscrites sur les répertoires spécifiques des certifications et des habilitations ou le répertoire national des certifications professionnelles. C'est donc sur la plateforme France Compétences. Et là aussi, c'est devenu plus compliqué. Le 1er juillet, France Compétences a publié un vadémécum, qui est un guide pour les organismes de formation qui veulent déposer leur certification et qui donne le processus d'enregistrement. Mais il ne suffit pas ce guide, hein. Bien évidemment, il faut avoir un peu plus de culture pour pouvoir s'assurer que notre dossier est validé, en sachant qu'aujourd'hui, c'est à peu près 18% de RNCP qui sont validés et 15% de RS. Donc, vous voyez que les chances sont fines pour pas voir, mais il y a des chances quand même. Est-ce que je peux déposer une certification si je n'ai pas Calliope? En aucun cas. Autrement dit, pourrais-je avoir une certification pour en être propriétaire et utiliser le portage Calliope? Du tout. En fait, à partir du moment où, quand vous avez votre Calliope, il vous donne accès à EDOF. Non, aujourd'hui, pour avoir accès à France Compétences, il vous faut un numéro Calliope. Alors, les différentes possibilités et implications pour avoir des formations éligibles au CPF. Donc, d'abord, c'était la transition, merci Cécile, organisme de formation avec Calliope. Et ensuite, 2 possibilités. Donc, alors, avec Calliope, oui. Ou si vous êtes en portage, non. Alors, je m'explique. Vous faites de la formation et vous avez juste un numéro de déclaration d'activité. Vous avez une société de portage Calliope. Dans ce cas-là, vous avez une possibilité qui est la possibilité de droite, pour moi, je pense que c'est pour vous également, organisme de formation plus partenariat. C'est-à-dire que vous pouvez demander à votre société de portage de faire un partenariat avec un organisme certificateur, puisque la société de portage a Calliope. Et dans ce cas, vous pouvez bénéficier, vous pouvez proposer à vos clients des formations certifiantes. Elles seront sur votre société de portage, mais vous, ça vous permet, donc les sociétés de portage salariales, moi j'en connais une, c'est Cadre en Mission par exemple, mais vous pouvez en avoir d'autres. Après, nous par exemple, on pourrait porter une certification également pour vous, même si ça, il semble que par rapport au portage, il y ait des interrogations gouvernementales et ça risque de changer en début d'année. La deuxième possibilité, vous êtes organisme de formation, vous avez Calliope, sur la côté gauche, vous avez l'organisme certificateur. Donc, vous devenez organisme certificateur en déposant votre dossier sur la plateforme France Compétences. Alors, pour ce faire, effectivement, il faut que vous ayez déjà animé vos formations, que ce soit, quel que soit le type de formation, on verra les spécificités en fonction. Dans tous les cas, que ce soit sur le côté gauche ou le côté droit, à partir du moment où vous voulez que vos formations soient éligibles sur le CPF, il faudra les rentrer sur la plateforme EDOF. Elles seront de fait sur l'application Compte CPF, elles auront un financement CPF et vous serez habilité, formé et ou évalué. En tant qu'organisme certificateur, vous formez et vous évaluez. En tant qu'organisme avec un partenariat, vous formez, vous êtes habilité pour former, ou vous êtes habilité pour former et évaluer, vous êtes habilité uniquement pour évaluer. Là, c'est le partenariat que vous aurez avec votre organisme certificateur qui sera défini en fonction de là où vous vous positionnez. Alors, attention particulière pour les OF sur EDOF. À partir du moment où je suis organisme de formation et que j'ai accès à EDOF, vous pouvez, et que vous avez Calliope du coup, c'est un indispensable pour aller sur EDOF, vous pouvez, il y a 2 possibilités d'avoir des formations qui ne sont pas inscrites sur des répertoires. C'est la création d'entreprise.
Mais attention, la création d'entreprise doit respecter, et il y a un guide EDOF spécifique pour la création d'entreprise. Elle doit respecter un certain nombre de normes au risque de recevoir une mesure contradictoire. Il y en a une qui a été envoyée en avril et il y a beaucoup de personnes d'organismes de formation qui se sont fait déréférencer parce que France Compétences et la Caisse des dépôts ont jugé qu'ils ne répondaient pas aux obligations pour proposer une formation création d'entreprise sans utiliser un numéro de certification. Donc là, il faut être bien conforme. Donc la première conformité, c'est si vous si vous faites une formation création d'entreprise sans numéro de certification inscrit, eh bien là, il faut faire signer vos stagiaires comme quoi ils sont en cours de création d'une entreprise. Qu'ils sont en cours de démarche. Et ensuite, le processus de formation doit être démontré avec des évaluations régulières sur le fait que la personne est vraiment accompagnée dans le fait de créer son entreprise et de la développer. Le deuxième sujet sur lequel aujourd'hui vous pouvez avoir un numéro de certification sans passer par les répertoires, c'est le bilan de compétences. Et là encore, je sais de sources sûres que ça va être le prochain point d'attention de France Compétences et de la Caisse des dépôts. Il y a déjà eu des déréférencements d'organismes de formation par rapport au bilan de compétences. Ça a été un peu moins brutal que celle d'avril pour la création d'entreprise, mais là encore, je vous invite à montrer, à garder des preuves de la réalisation du dossier avec les évaluations régulières, le compte-rendu de vos rendez-vous, etc., etc. Là, pourquoi il y a une telle véhémence de la part de France Compétences et de la Caisse des dépôts? Il y a eu énormément d'abus sur ces deux sujets et du coup, il y a eu énormément de financements qui sont partis sur du bilan de compétences pour faire une formation sur les cils, par exemple, sans certification, enfin, etc., etc. Donc là, c'est vraiment deux points d'alerte forts. Alors, ce qu'implique de devenir organisme certificateur, pardon, des droits et des devoirs. Pour les droits, développer des partenariats et c'est un droit, c'est pas une obligation. Hein. C'est-à-dire que demain, en tant qu'organisme de formation, si vous allez voir un organisme certificateur, tous les organismes certificateurs sont sur France Compétences. Hein. Vous pouvez les contacter puisque leurs coordonnées sont inscrites dans leur certification. Ils n'ont pas l'obligation d'accepter d'avoir des partenaires, premièrement. Il y en a qui ne le veulent pas, qui veulent garder leur certification uniquement pour eux. Ils n'ont pas d'obligation. Et s'ils le font, ils vont le faire avec beaucoup de contraintes pour certains et peu de contraintes pour d'autres. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une rémunération en contrepartie de ce partenariat pour l'organisme certificateur. Et puis, un droit, c'est de faire évoluer régulièrement sa certification. Alors, je l'ai mis en deuxième, mais c'est un droit et un devoir. À partir du moment où je dépose une certification, ma certification, comme elle doit être connectée au marché du travail, je dois pouvoir, par l'intermédiaire d'un comité de perfectionnement que je crée, qui est une obligation France Compétences, faire évoluer ma certification en fonction des compétences attendues sur le marché du travail. Les devoirs, c'est s'assurer du respect de ce qui a été déposé sur France Compétences. Dans le cas de partenariat, je suis dans l'obligation de valider que mes partenaires respectent ce que moi j'ai déposé sur France Compétences, notamment en termes d'évaluation, si je leur ai laissé l'évaluation. Et s'ils ne font que la formation, eh bien, ils sont aussi dans l'obligation de suivre leurs stagiaires et de m'en informer. Et il faut que j'ai ces informations-là. Si je n'ai pas ces informations-là, c'est moi qui risque le déréférencement de France Compétences. Donc, c'est important. Et c'est pour ça aussi que certains ne souhaitent pas partager leur certification. Alors, ce qui implique de déposer une certification, une étude de marché, je vous l'avais dit, donc ça c'est un gros point, hein, une démonstration de valeur de la certification, montrer qu'effectivement elle a une valeur sur le marché du travail, un suivi des stagiaires, de présenter un référentiel d'activité et d'évaluation qui démontre la montée en compétences du candidat,
une organisation pour la mise en place des examens et un suivi qualité, et une recrudescence de contrôle et ça c'est le risque, hein, la recrudescence de contrôle par la Caisse des dépôts, un nouveau contrôle complémentaire. Alors, je vous ai bien parlé de tout ce qu'il fallait mettre en place. Alors, maintenant, je vais vous présenter, peut-être vous les connaissez, mais les deux types de certification. Je vous ai parlé depuis le début de deux répertoires. Le répertoire sur la gauche, répertoire national des certifications professionnelles. Celui-ci s'adresse à des compétences, à un ensemble de compétences qui formeraient à un métier. Donc, quand je suis en train de former sur un métier complet, eh bien là, l'ensemble de mes formations peuvent faire l'objet d'un dépôt à une certification RNCP. En général, c'est 150 heures minimum un RNCP. Pour un RS, c'est là pour le coup, on est sur des certifications de compétences complémentaires à un métier. C'est-à-dire vous avez une formation sur des compétences transverses qui peuvent toucher plusieurs métiers. On pourrait parler de la négociation, par exemple. La négociation qui pourrait être de la négociation pour des vendeurs, mais qui pourrait être de la négociation pour des avocats, pour des gens qui sont comment dire, pour des gens qui sont dans la négociation syndicale, ce genre de choses. Donc là, on est sur une compétence transverse. Et du coup, effectivement, c'est inscrit au répertoire spécifique. Il y a également les habilitations, hein, tout ce qui est CACES, habilitation électrique, etc., qu'on va retrouver ici. Donc ça, c'est les deux types de certifications qu'on peut retrouver. Et là aussi, c'est une réflexion à avoir. Parfois, on peut se poser la question. Mais déjà, si on a moins de 150 heures, allons plus vers le RS, c'est plus logique. Après, en fonction des deux profils, vous allez avoir des obligations quant à ce que vous allez devoir mettre en place et proposer dans la certification. Alors, et notamment, je vous l'ai déjà dit, mais pour le RNCP, il faut avoir 2 promotions, c'est-à-dire 2 années civiles de formation sur lesquelles vous avez formé. Et pour le RS, il faut avoir une promotion, enfin une année avec plusieurs cohortes à l'intérieur. Et là, il faut avoir des enquêtes à froid qui présentent justement le retour des stagiaires. Le parcours de certification, c'est 2 à 4 mois de constitution pour un répertoire spécifique et 2 mois à 3 ans pour un RNCP. Tout simplement parce que le RS, comme je vous l'ai dit, si j'ai fait 2 formations, je peux derrière constituer le dossier. Alors que le RNCP, il faut que j'ai 2 années civiles de formation et il faut que j'ai un recul d'au moins 6 à 10 mois. Donc, c'est pour ça que déjà, par rapport à ça, on est sur 3 ans. Il y a des clients qui viennent me voir, ils n'ont pas encore ces cohortes. Alors, il y a des exceptions, hein. Sur des métiers émergents, on va avoir ce genre d'exception où on n'a pas besoin d'avoir des cohortes. La recevabilité, en général, après, vous avez le dépôt du dossier. Vous avez 15 jours de recevabilité et puis une instruction sur 7 mois. Et par France Compétences, hein, tous ces 2 points-là sont suivis par France Compétences. Et si vous avez un accord, vous êtes publié dans les 15 jours au journal officiel. Alors, sur ces 15 jours et 7 mois et plus 15 jours encore, sachez que France Compétences est un petit peu sous l'eau. Donc, en général, on est plus aux alentours d'1 an. Voilà, alors les attendus de France Compétences, comme je vous l'ai dit, 2 promotions avec du recul d'au moins 6 mois et des évaluations qui se sont déroulées comme si l'organisme avait déjà une certification pour un RNCP. Si vous avez déjà un partenariat, c'est plus compliqué. Un travail sur la valeur d'opportunité et la valeur d'usage. La valeur d'opportunité étant l'étude de marché. La valeur d'usage étant des stagiaires qui disent quelle augmentation de salaire ils ont eu, quel poste ils ont obtenu, quelle promotion ils ont eu. Il faut en avoir, il faut avoir des réponses à 70% au moins des personnes qui ont été concernées par la formation. Et il faut également avoir une insertion, avoir des retours d'insertion d'au moins 70%, sinon c'est même pas la peine de déposer le dossier. Il faut un référentiel d'activité
avec des compétences et des évaluations et des blocs de compétences. Tout ça, ça doit être écrit en blocs de compétences. Il faut travailler le fait que votre formation, enfin votre certification, elle puisse être passée en VAE, validation des acquis par expérience. Donc là aussi, en termes de Calliope, il faut aller jusqu'à Calliope VAE. Règlement de validation de certification. Là, c'est l'organisation des examens. Et il faut créer un conseil de perfectionnement pour toujours être en lien avec ce qui se passe sur le marché. Alors, pour le RS, ça change un petit peu. On n'a pas ces deux années avec 6 mois d'écart, mais tout le reste est le même niveau d'information qu'on doit fournir. Donc, et on n'a pas la VAE, bien évidemment, puisqu'on n'est pas sur un métier. Donc, un RS ne peut pas être partiel. On ne peut pas obtenir un RS de manière partielle, alors qu'un RNCP, on peut l'obtenir de manière partielle. Donc ça, c'est dans le référentiel qu'on l'écrit. Voilà, alors je suis consciente d'avoir été un petit peu vite parce que à cause des cafouillages de démarrage, on avait bien préparé et pour autant la préparation n'évite pas les soucis. J'espère pour autant avoir été claire dans ce que je vous ai présenté. Et puis si vous avez des questions, je reste encore à votre disposition. Et puis Céline, eh bien 11h54. L'engagement est respecté, on va pouvoir vous libérer sinon. Et dans tous les cas, nous, on reste à votre disposition par mail. Alors là, vous recevrez le webinaire avec le questionnaire de satisfaction en fin de semaine. Et puis, on reste à votre disposition pour des questions plus claires. Vous avez la possibilité aussi, si vous souhaitez avoir un entretien gratuit d'une demi-heure, vous allez sur le site et vous avez la possibilité d'avoir accès directement à mon agenda dans lequel vous pouvez caler des rendez-vous. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai si vous avez des questions, vous informerai tout simplement si c'est nécessaire. Et puis, j'espère que vos projets seront aboutis. Alors, pas de questions ? Non, on a déjà eu des questions. Alors, on n'était pas nombreux, je suis navrée. Bon, après, tant mieux. Quelque part, pour vous, j'ai pu répondre à vos questions pleinement. Et en tout cas, c'était la fin de l'année. Nous, c'était notre dernière présentation. On sera en congé la semaine prochaine. Si pas de questions, je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, une bonne journée et puis à très bientôt si vous en avez l'occasion. On reste aux mêmes coordonnées. Donc, merci et à très bientôt. Vous avez nos coordonnées ici. Alors, Cécile, pour le CPF lié à la création d'entreprise, est-ce que quelqu'un qui a déjà un SIRET avec une installation récente peut en profiter ? Non. Alors, moi, je trouve que c'est risqué parce que là, en fait, il y a des numéros de certification qui ont été déposés par des organismes de formation pour les entreprises en création. Donc, il y a la possibilité de poser la question sur la plateforme France Compétences. Moi, ça c'est plus la Caisse des dépôts d'ailleurs qui est concernée. Essayez de poser la question à la Caisse des dépôts parce que là, ça, moi, je le ferai pas. En tout cas, c'est dangereux. Il y a un risque. Après, si effectivement, faut faire jouer l'entrée en formation, quoi. Si le numéro de SIRET a été déposé juste avant la formation, genre un mois avant la formation, peut-être mais c'est dangereux. Ouais, bonne chance pour les avoir et avoir une réponse. Alors, France Compétences met du temps à répondre, mais ils répondent. Ça, c'est sûr. Ils répondent. Et la Caisse des dépôts, en revanche, c'est une tannée. Alors, je connais quelqu'un. Moi, je peux poser la question. J'essaierai de poser la question pour avoir l'information. Cécile. Voilà. La Caisse des dépôts, bof. Alors, je connais quelqu'un qui travaille avec eux. Voilà. Bon, j'essaierai de poser la question. Si je l'ai, je répondrai. Je t'enverrai la réponse, Cécile. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Merci à vous.
et bonne fin de journée. Au revoir.